Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. 3h17 du matin, quelque part dans la plaine d'Émilie-Romagne. La caméra glisse dans un hangar immense, trop propre pour être honnête et trop sale pour être encore vivant. Un néon grésille. Au sol, des flaques d'eau noire reflètent un logo Bugatti inversé, comme un blasphème. Dans un coin, un siège en cuir craque sous l'humidité. Pas le cuir noble des salons, non. Le cuir qui a sué la vitesse, qui a senti l'adrénaline, et qui maintenant moisit lentement, comme une promesse trahie, une odeur de métal froid, de poussière et de honte. Sur une étagère, des pièces emballées, jamais montées, des rêves sous plastique. Et au milieu de cette cathédrale abandonnée, une silhouette basse et tranchante attend toujours qu'on tourne la clé. EB110. Si tu es venu pour comprendre pourquoi cette voiture est devenue culte en France, tu es au bon endroit. Parce que son histoire est exactement ça. Un diamant né d'un mélange de génie et d'orgueil, puis jeté dans la boue. Et plus tu avances, plus tu réalises que l'EB110 n'est pas seulement une supercar. C'est une revanche, une illusion nationale et une cicatrice. On remonte. À la fin des années 80, la France est à la fois fière et frustrée, fière de son histoire automobile, de ses audaces, de ses lignes, de sa culture mécanique, frustrée parce que le monde des supercars, le vrai, celui qui fait trembler les posters et les rêves d'adolescents, parle italien et allemand. Ferrari fait rugir ses V12 comme des opéras. Lamborghini dessine des lames de rasoir qui roulent. Porsche perfectionne la vitesse comme une science. Et la France, elle, regarde le sommet de la montagne, avec les mains vides. Sauf qu'en France, il y a un nom qui refuse de mourir. Un nom qui ne devrait même pas être discuté dans la même phrase que oubli. Bugatti. Bugatti, c'est un paradoxe français. Une marque née d'un homme, Ettore Bugatti, qui avait l'élégance comme religion et la compétition comme obsession. Bugatti, c'est Molsheim, l'Alsace, les ateliers qui sentent l'huile fine et la discipline. Bugatti, c'est une idée presque aristocratique de l'automobile. Rapide, oui, mais surtout pure, précise, supérieure. Et puis, Bugatti, c'est aussi un fantôme. Après la guerre, la marque s'éteint comme une chandelle dans une pièce trop grande. Le mythe reste. La production, elle, disparaît. Pendant des décennies, Bugatti devient une légende que l'on évoque à voix basse, comme un grand amour perdu. Les collectionneurs se battent pour les Type 35, les Type 57. Pour ces sculptures roulantes qui semblent sortir d'une autre époque, le nom Bugatti garde quelque chose d'injuste. Trop grand pour être absent, trop prestigieux pour être réduit à un souvenir. Et c'est précisément là que naît le besoin de l'EB110. Dans ce vide, car à la fin des années 80, le monde change, et la vitesse devient une nouvelle monnaie. Les magazines spécialisés se transforment en tribunaux. 0 à 100, vitesse de pointe, record, comparatif, humiliation publique. On n'achète plus seulement une voiture, on achète un statut, une domination. Les clients très riches veulent une machine qui écrase les autres sur le papier. Et s'ils peuvent, accessoirement, écraser les autres dans la vraie vie. C'est aussi l'époque où la technologie bascule, les matériaux composites quittent le monde de l'aéronautique et commencent à séduire l'automobile. Les turbos ne sont plus réservés aux prototypes de course, ils deviennent un outil de pouvoir. L'électronique arrive, et avec elle une promesse. Maîtriser la violence mécanique, la rendre exploitable, civilisée, sans la rendre moins monstrueuse. Mais il manque une chose, une supercar qui porte un nom français mythique et qui ne se contente pas d'être jolie ou luxueuse. Une supercar qui frappe comme un coup de tonnerre culturel. Une supercar qui dit « La France n'a pas seulement des souvenirs, elle a encore des dents ». Et là surgit un personnage digne d'un film, Romano Artioli. Un homme animé par une obsession presque dangereuse. Ressusciter Bugatti. Il n'est pas français.
Et c'est déjà un premier twist cruel. C'est un Italien qui va décider de ranimer un mythe français, pas par opportunisme froid, même s'il y a évidemment un pari économique, mais par fascination, comme si le nom Bugatti lui avait mis une écharde dans le cerveau. Il veut plus qu'un hommage, il veut un retour triomphal, un retour qui humilie les vivants au nom des morts. Et dans sa tête, le plan est simple, presque enfantin. Si Bugatti doit revenir, ce ne sera pas à moitié, ce sera en haut du sommet, directement. Pas une GT confortable pour se promener, pas une sportive raisonnable. Non, la machine ultime. Le genre de voiture qui oblige tout le monde à réécrire ses tableaux de performance. Le genre de voiture qui fait peur avant même d'avoir démarré. À ce moment-là, une question devient centrale. Pourquoi le monde aurait besoin d'une nouvelle Bugatti? Parce que le mythe Bugatti n'était pas seulement un mythe de vitesse. C'était un mythe de supériorité esthétique et technique. Bugatti, historiquement, c'est la fusion rare entre l'art et l'ingénierie. Une Bugatti devait être un objet qui met mal à l'aise, parce qu'il rend le reste banal. Et dans les années 80, le monde des supercars est brillant, mais aussi excessif, parfois brut, parfois même approximatif. Beaucoup de puissance, beaucoup d'ego, beaucoup de bruit, peu de perfection totale. Alors le besoin n'est pas seulement faire une supercar, le besoin, c'est de fabriquer une supercar qui se comporte comme une Bugatti devrait se comporter, comme une démonstration. Artioli comprend aussi quelque chose de très français, même sans être français. La France adore les retours impossibles, les comebacks, les résurrections, les histoires où l'on passe du ridicule au sublime. Et Bugatti, c'est l'histoire parfaite. Un nom tombé qu'on peut relever comme une épée rouillée, à condition de la reforger dans le feu le plus chaud. Mais ce feu a un prix. Pour qu'une EB110 existe, il faut d'abord accepter de trahir une partie du romantisme, parce que Molsheim, c'est un symbole. Et un symbole ne suffit pas à produire une supercar moderne. Il faut des infrastructures, des spécialistes, des fournisseurs, une capacité de développement qui coûte des fortunes. Le rêve a besoin de béton, de machines-outils, de prototypes cassés, de nuits blanches, de tests impitoyables. Le besoin, à ce stade, se divise en 3 forces qui vont s'enrouler comme des serpents. La première, c'est la revanche historique. Faire revivre Bugatti et prouver que le nom n'est pas seulement un musée. La deuxième, c'est la guerre des records. Créer une voiture capable de rivaliser, voire de dominer, les meilleurs du monde. Dans l'imaginaire des années 90, la vitesse de pointe est une arme psychologique. La fiche technique devient un manifeste. La troisième, c'est la tentation de l'impossible. Combiner luxe, fiabilité relative, technologie de pointe et performances extrêmes. Beaucoup de marques échouent à cet équilibre. Bugatti veut y parvenir comme si c'était une obligation morale. Et dans tout ça, il y a la France, qui plane au-dessus comme un juge silencieux, parce que même si l'entreprise qui va fabriquer le B110 s'implante en Italie, l'âme qu'elle vend, elle, est française. La marque Bugatti n'a pas seulement une clientèle, elle a une patrie symbolique. Chaque décision va donc porter une charge émotionnelle énorme. Le moindre défaut sera une profanation. Le moindre succès sera une renaissance. C'est là que le B110 devient plus qu'un projet industriel. Elle devient une pièce de théâtre, une tragédie en préparation. Parce que plus les attentes sont hautes, plus la chute fait mal. Imagine la pression. Tu ne lances pas une nouvelle voiture, tu lances Bugatti. Tu appuies sur un nom qui fait trembler des historiens, des ingénieurs, des collectionneurs, des Français qui n'ont peut-être jamais conduit une Bugatti, mais qui sentent instinctivement que ce nom leur appartient un peu. Comme un monument national, mais roulant. Le besoin, c'est aussi une question d'époque. Au début des années 90, le monde bascule vers une forme de luxe agressif. Les fortunes s'affichent, les supercars deviennent des trophées. Et paradoxalement, dans cet affichage, le nom Bugatti offre une élégance supérieure. Ce n'est pas seulement cher, c'est légendaire. Ce n'est pas seulement rapide, c'est historiquement noble. Donc le B110 doit satisfaire 2 appétits à la fois. L'appétit brutal du riche qui veut le plus rapide et l'appétit raffiné de celui qui veut le plus prestigieux. Et voici le piège. Ces 2 appétits ne veulent pas les mêmes choses. Le premier veut du spectaculaire immédiat. Le second veut de la cohérence,
de la classe, une sorte de perfection silencieuse. Le B110 va devoir être une bête, en smoking. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, il y a une autre nécessité, plus sournoise. Prouver que la modernité peut servir le mythe sans le salir. Une Bugatti moderne ne doit pas être une copie nostalgique, elle doit être une rupture, un saut. C'est là que l'idée même de l'EB110 prend une forme presque arrogante. Et si, au lieu de rattraper Ferrari et Lamborghini, Bugatti décidait de sauter par-dessus eux? Et si Bugatti revenait en inventant une nouvelle catégorie, une supercar technologiquement en avance, presque trop pour son époque? Ce genre de pensée est exaltante et dangereuse, parce qu'à partir de là, chaque compromis devient une honte. Et dans l'industrie automobile, les compromis sont le langage naturel. Une entreprise survit en négociant avec la réalité, mais une légende, elle, ne négocie pas, elle exige. Et quand une entreprise essaye de se comporter comme une légende, elle peut se ruiner. Tu sens déjà la tension monter, n'est-ce pas? D'un côté, un nom français mythique qui impose la perfection, de l'autre, un marché qui exige des chiffres, des records, du théâtre. Au milieu, un homme prêt à brûler des fortunes pour faire renaître un rêve. Et derrière tout ça, la question qui tue. Est-ce que Bugatti peut revenir sans se détruire? Parce que le retour d'un mythe, c'est rarement propre. Pour le B110, tout commence donc par une fin. Celle d'un monde qui veut une nouvelle idole, et celle d'une marque qui refuse d'être un souvenir. Une fin si intense qu'elle rend aveugle. Une fin qui pousse à construire une cathédrale pour une seule messe. Et à croire que les fidèles viendront forcément. Et pendant que les ingénieurs, les designers, les financiers, les rêveurs se mettent en place, une idée s'installe, implacable. l'EB110 ne devra pas seulement être bonne, elle devra être inattaquable. Elle devra gagner sur tous les fronts. Vitesse, tenue de route, technologie, luxe, symbole. Et c'est exactement à ce moment-là que naît le futur monstre. Une Bugatti moderne qui n'a pas le droit d'être presque. La suite, c'est la fabrication d'une arme. Et je te préviens, ce qui va se passer ensuite ressemble moins à une conception automobile qu'à une opération chirurgicale sans anesthésie, où l'on coupe, on recoue, on casse, on recommence, jusqu'à créer quelque chose d'impossible. Et pendant qu'ils bâtissent cette machine, le destin, lui, commence déjà à affûter son couteau. La cathédrale, ils ne la construisent pas à Molsheim. Et rien que ça, c'est déjà une gifle à la carte postale. Au lieu des pavés alsaciens et des murs chargés d'histoire, le rêve Bugatti renaît sous un soleil plus dur, dans une zone industrielle, italienne, où l'air sent le béton neuf et les ambitions trop grandes, Campo Galliano, un nom qui claque comme une plaque d'immatriculation étrangère sur une voiture française. Là, on ne restaure pas un mythe, on le fabrique au présent, avec des machines, des feuilles de carbone, des tableaux blancs couverts, d'équations, et des ingénieurs qui se parlent avec les yeux rouges de fatigue. On construit une usine comme on construit un palais. Marbre, propreté irréelle, ligne parfaite. Tout est beau, presque indécent. Un décor de luxe pour accoucher d'un monstre. Mais avant même le premier boulon, il y a une décision qui ressemble à un pacte avec le diable. Le B110 ne sera pas une supercar de plus, elle sera un manifeste technologique. Et un manifeste, ça ne se signe pas à l'encre, ça se signe avec des risques. Le projet commence avec des hommes qui ont déjà vu la vitesse de près, assez près pour savoir qu'elle n'a aucune pitié. Dans l'ombre des premières réunions, il y a une obsession. Comment faire une voiture qui ne se contente pas d'être puissante, mais qui reste exploitable? Comment faire une Bugatti moderne qui ne soit pas une diva capricieuse, une sculpture qui casse dès qu'on la regarde de travers? La réponse, au début, paraît presque simple. Il faut une base saine, rigide, pure, une colonne vertébrale. Et là arrive un choix qui, à l'époque, ressemble à de la science-fiction vendue au prix de l'or. Une structure monocoque en fibre de carbone. Pas un morceau de carbone par-ci par-là pour faire joli. Non, le cœur entier, la coque qui tient tout. Une décision brutale, parce qu'au début des années 90, la fibre de carbone n'est pas un matériau normal pour une voiture de route. Elle est rare, coûteuse, compliquée, capricieuse. Elle exige une précision presque militaire. Elle exige aussi de l'humilité. Si tu te trompes,
Tu ne rattrapes pas. Tu recommences. Alors ils vont chercher ceux qui savent. Et c'est là qu'un autre twist se glisse dans l'histoire. Pour créer une Bugatti moderne, ils vont s'appuyer sur l'aéronautique. Comme si, pour faire renaître une voiture, il fallait d'abord penser comme un avion. La coque carbone devient une sorte de fuselage pour la route. Une capsule de rigidité qui transforme l'EB110 en objet autre. Pas seulement une voiture, mais un instrument. Sauf que cette rigidité, cette pureté, cette technologie, ça ne pardonne rien autour. Tout le reste doit être à la hauteur. Le moteur, donc, ne peut pas être banal. Un V12, évidemment. Parce que Bugatti sans grand moteur noble, c'est comme un château sans escalier. Mais pas un V12 paresseux, pas un V12 de prestige destiné à ronronner pour les riches. Un V12 compact, nerveux, presque insolent, 3,5 litres. Comme si on voulait prouver que la puissance ne vient pas seulement de la taille, mais de l'intelligence. Et puis, comme si ce n'était pas assez, ils ajoutent l'idée la plus dangereuse du lot, 4 turbos. 4, pas 2, 4. Imagine la scène. 4 turbines comme des poumons artificiels, prêtes à souffler de l'air comprimé dans le moteur à la moindre pression du pied. C'est une décision qui fait rêver les journalistes et qui fait trembler les mécaniciens. Parce que 4 turbos, c'est 4 sources de chaleur, 4 sources de pression, 4 sources d'ennui possibles. C'est aussi une promesse. Si tu réussis, tu obtiens une poussée violente, presque inhumaine. Si tu échoues, tu obtiens une grenade. C'est là que le développement devient une lutte permanente contre la température, contre la fiabilité, contre la logique. Les ingénieurs passent leur journée à écouter des bruits anormaux, à chasser des vibrations comme on chasse des fantômes, à démonter et remonter des pièces brûlantes, à lire des courbes de pression comme des médecins lisent des électrocardiogrammes. Ils construisent des prototypes, ils les cassent, ils les reconstruisent, et la violence du processus est rarement racontée. On imagine souvent la naissance d'une supercar comme un ballet glamour. Designers inspirés, champagne, flash, salon automobile. La réalité, elle, ressemble davantage à un abattoir de métal. Un prototype n'est pas un bébé fragile. C'est un animal de test qu'on pousse jusqu'à l'agonie. On le fait chauffer, on le fait hurler, on le fait souffrir. On cherche la rupture, parce que la rupture en développement vaut moins cher qu'une rupture chez un client. Il y a des nuits où la voiture revient sur un plateau, fumante, et dans les ateliers, personne ne parle pendant quelques secondes, parce que cette fumée, ce n'est pas seulement de l'huile, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'orgueil parti en vapeur. Et pourtant, il continue, parce que l'EB110 doit être inattaquable. La transmission devient un champ de bataille. Une supercar avec cette puissance, à cette époque, pourrait se contenter de 2 roues motrices et d'un pilote courageux, mais Bugatti veut autre chose, une forme de maîtrise, une traction intégrale, un système à 4 roues motrices qui transforme la brutalité en motricité. Une idée presque contre-intuitive pour les puristes de la propulsion à l'ancienne, mais terriblement logique si tu veux que la voiture puisse réellement passer sa puissance au sol. Sauf que la traction intégrale, ça pèse. Ça complexifie tout. Ça demande des réglages qui peuvent rendre la voiture sous-vireuse, lourde, moins vive. Alors ils doivent compenser ailleurs. Jouer sur les masses, les suspensions, la géométrie. Comme des horlogers fous. À ce stade, l'EB110 ressemble à une équation impossible. Carbone, V12 quad turbo, 4 roues motrices, luxe, performance, fiabilité, et tout doit tenir ensemble sans devenir un monstre ingérable. Et pendant que les ingénieurs se battent avec la physique, un autre combat se joue. L'apparence. Parce qu'une Bugatti, même moderne, doit être reconnaissable à son aura. Elle doit avoir cette élégance coupante. Elle ne peut pas être simplement agressive comme une voiture de course. Elle doit être noble, mais dangereuse. Comme un couteau dans un écrin. Au début, les lignes partent dans une direction très radicale. Trop radical, le genre de design qui crie plus qu'il ne chante. Et là, le projet traverse une crise. La voiture, dans ses premières formes, ressemble à une supercar de l'époque, mais pas à une Bugatti. C'est une nuance mortelle. Parce que le monde peut pardonner une voiture imparfaite. Il ne pardonne pas une Bugatti qui n'a pas l'air d'être une Bugatti. Alors le style évolue, se resserre, gagne en cohérence.
Les proportions deviennent plus justes, la silhouette se polit. Le B110 commence à dégager cette impression étrange. Elle est moderne, oui, mais on dirait qu'elle appartient déjà à l'histoire, comme si elle venait du futur en ayant déjà vécu. Et puis il y a les détails qui deviennent des signatures, les portes en élytre, qui s'ouvrent vers le ciel comme un geste théâtral, pas seulement pour impressionner, mais pour dire « ceci n'est pas une voiture ordinaire ». Le pare-brise très incliné, la face avant qui semble fendre l'air même à l'arrêt, et surtout, les entrées d'air, ces bouches sombres qui donnent l'impression que la voiture respire comme un animal en cage. Dans les ateliers, à mesure que la forme se fixe, quelque chose change dans les regards. On passe de projet à présence. On commence à se dire « ça y est, elle existe ». Mais c'est précisément à ce moment-là que le projet devient le plus dangereux. Parce que quand tu commences à croire, tu commences aussi à t'autoriser des excès, et le B110 est un projet d'excès. La finition intérieure, par exemple, doit rivaliser avec le luxe d'une grande GT. On parle de cuir, d'assemblage, d'ergonomie, de sensation. Sauf qu'on est aussi en train de construire une machine capable de vitesses hallucinantes. Alors tout doit être solide, stable, sans vibration, sans bruit parasite. Une supercar qui grince ou qui tremble, c'est une humiliation. Une Bugatti qui grince, c'est un scandale. Les tolérances se resserrent, les contrôles deviennent obsessionnels, et chaque perfectionnement coûte du temps, donc de l'argent. L'usine ressemble de plus en plus à un musée vivant, trop propre, trop belle, trop chère. Comme si on avait construit un théâtre somptueux avant d'avoir vendu les billets. Le développement se fait aussi sur route et sur piste, et c'est là que le B110 révèle une facette presque choquante. Elle n'est pas seulement rapide, elle est stable. Une stabilité qui ne devrait pas exister avec autant de puissance. Quand les pilotes d'essai commencent à la pousser, il y a ce moment où le corps s'attend à une trahison. Un train arrière qui décroche, une nervosité incontrôlable. Et au lieu de ça, la voiture tient, comme si elle te disait froidement « Continue ». La vitesse devient une expérience physique. Les turbos crachent leur air, le V12 monte, la pression te colle au siège, et tu as l'impression que l'horizon se rapproche comme un mur qu'on t'apporte. À haute vitesse, certaines voitures crient, se débattent, donnent l'impression de survivre. Le B110, elle, donne l'impression d'être né pour ça. Et c'est là qu'on comprend l'ironie. Pour faire une Bugatti qui ressemble à un symbole français, ils ont dû passer par l'Italie, par l'aéronautique, par la fibre de carbone, par une architecture mécanique d'une complexité presque excessive, comme si la seule façon de ressusciter un mythe ancien était de commettre un acte de modernité radicale. Mais il y a un autre twist, plus sombre, qui se prépare en silence. La réussite technique crée une fragilité financière, parce que chaque solution élégante, chaque matériau noble, chaque contrôle qualité extrême, ajoute une couche de coût. Et plus le B110 devient parfaite, plus elle devient chère à produire, donc plus elle devient difficile à rentabiliser. Dans les réunions, on ne dit pas toujours ces choses à haute voix, mais elles existent dans les gestes. Un regard trop long sur un tableau de chiffres, une phrase coupée, un silence. On peut fabriquer une voiture incroyable et fabriquer en même temps sa propre ruine. Et pourtant, ils avancent. Le nom, maintenant, doit être choisi, et même ça ressemble à un rite. EB, Ettore Bugatti, 110, l'anniversaire, la célébration, comme une date gravée dans la carrosserie. On ne lance pas seulement un modèle, on lance une déclaration d'amour au fondateur. On lance un héritage en pleine figure du monde moderne, et puis arrive ce moment où la voiture cesse d'être un secret d'usine, où elle doit être présentée, exposée, jugée. Avant ça, elle doit survivre aux derniers tests, aux dernières humiliations. Parce qu'un prototype, ça ment, ça peut être brillant une fois et catastrophique la fois suivante. Alors on torture encore. On vérifie les températures, les pressions, les fixations. On écoute le moindre cliquetis comme si c'était un verdict. Il y a des instants presque grotesques. Des ingénieurs en chemise impeccable dans une usine luxueuse, penchés sur des pièces brûlantes. C'est les doigts noirs, le visage tendu, parce qu'un simple défaut de refroidissement peut détruire la réputation d'une marque ressuscitée. C'est ça, la vraie naissance d'une supercar culte. Pas les projecteurs, mais les moments où quelqu'un murmure « on n'y arrivera pas ».
et où quelqu'un d'autre répond « si ». Quand le B110 commence enfin à prendre sa forme définitive, elle a déjà un goût de légende, mais aussi un parfum de tragédie, parce que pour chaque pas vers la perfection, elle a consommé du temps, des nerfs, des millions et des illusions. Et maintenant, elle s'apprête à entrer dans l'arène. Pas l'arène des ingénieurs, l'arène du marché. L'arène des comparaisons cruelles, des clients capricieux, des rumeurs, des articles, des jalousies. Là où un seul détail peut tuer une réputation et où un seul chiffre peut créer un mythe, tu vois le fil. Plus le B110 devient incroyable, plus elle devient vulnérable à la réalité extérieure. Comme un funambule qui avance en se rendant compte que le câble est de plus en plus fin, et la prochaine étape, c'est l'instant où le monde la découvre et décide si cette résurrection mérite d'être adorée ou moquée. Le jour où le B110 sort enfin de l'ombre, elle ne se présente pas. Elle surgit, comme si quelqu'un avait ouvert une cage et que l'animal avait décidé de se montrer, non pas pour demander l'approbation, mais pour imposer le silence. Dans les salons, dans les hangars privés, dans les parkings de palaces, la même scène se répète. Des gens qui ont déjà tout vu, tout acheté, tout comparé, se penchent légèrement en avant. Ce n'est pas un réflexe d'admiration, c'est un réflexe de méfiance. Parce que le B110 arrive avec une promesse trop grosse pour être saine. La supercar totale. Et quand une voiture promet tout, on a envie de lui trouver une faille, juste pour se rassurer. Les premiers journalistes approchent avec leur carnet comme des scalpels. Ils ne viennent pas pour rêver, ils viennent pour disséquer. Et la voiture, elle, répond sans pudeur. Elle répond par des chiffres qui claquent, par une architecture technique qui semble venir d'un atelier secret, par une rigidité de carbone qui fait passer beaucoup de châssis de l'époque pour des boîtes de conserve. À l'arrêt, elle est déjà une déclaration, mais c'est quand elle bouge que le monde comprend. Elle n'est pas là pour jouer. Les essais deviennent des histoires qu'on se raconte au téléphone, puis à voix haute, puis dans les dîners mondains, puis dans les pages des magazines. On décrit le moment où les turbos montent comme une marée noire, on décrit la sensation étrange d'être propulsé sans que la voiture perde son calme. On décrit l'impression que le B110, malgré sa violence, garde une politesse mécanique, pas une douceur, non, une maîtrise, comme un fauve qui sait exactement à quel moment sortir les griffes. Et pourtant, le marché n'est jamais seulement une histoire de performance. Le marché, c'est un théâtre social. Une supercar doit être rapide, oui, mais elle doit aussi être désirable pour les bonnes raisons, au bon moment, aux bonnes personnes. Et le B110 arrive dans une époque où le luxe commence à se fissurer. Le twist, il est là. Pendant que Bugatti ressuscite un mythe, le monde économique, lui, commence à se refroidir. Les premières années 90, c'est la fin d'une certaine euphorie. Les acheteurs ultra riches existent toujours, mais ils deviennent plus prudents, plus cyniques. Ils veulent la nouveauté, mais ils veulent aussi la garantie que leur nouveauté ne deviendra pas un embarras. Or, le B110 a un problème que les chiffres ne résolvent pas. Elle est nouvelle, dans le pire sens du terme. Nouvelle usine, nouvelle organisation, réseau de distribution encore fragile, image à reconstruire, service après-vente à inventer. Ferrari, Porsche, même Lamborghini ont un écosystème. Bugatti, version EB110, a une cathédrale. Et des portes encore à moitié ouvertes. Alors la réception devient paradoxale. D'un côté, les passionnés et les technophiles tombent amoureux. Pour eux, le B110 est un miracle. Une voiture qui ose la monocoque carbone à une époque où ça relève presque du sacrilège industriel, une voiture qui combine une puissance hallucinante et une traction qui la rend réellement exploitable. Ils voient un futur possible. Ils sentent que cette machine a quelques années d'avance sur le monde. De l'autre, une partie de la clientèle statue, hésite. Parce que le B110 n'a pas encore l'aura mondaine installée. Une Ferrari, tu la comprends en une seconde. C'est Ferrari. Une Porsche, tu sais que ça va démarrer. Une Bugatti EB110, tu dois l'expliquer. Et les très riches n'aiment pas toujours expliquer. Parfois, ils préfèrent être compris immédiatement. C'est cruel. Mais c'est vrai. Dans certains cercles, acheter le B110, c'est prendre un risque social. Et pourtant, ce risque, c'est exactement ce qui attire les bons personnages. Ceux qui veulent posséder non pas un objet, mais une histoire.
Ceux qui veulent être les premiers, pas les plus rassurés, quand les premières EB110 arrivent chez leur propriétaire, la scène est toujours un peu irréelle. On la découvre sous une housse, dans un garage trop blanc, sous des néons qui font briller le carbone caché sous la peau. On tourne autour, comme on tourne autour d'un animal rare. Puis les portes se lèvent, et on comprend immédiatement que cette voiture n'a pas été conçue pour être discrète. Elle est conçue pour déclencher un rituel. Démarrer une EB110, ce n'est pas mettre en route. C'est réveiller un système. Une mécanique dense, serrée, pressurisée. Le V12 se met à vivre, et même au ralenti, il y a une tension dans l'air, comme si la voiture retenait quelque chose, comme si elle contenait un secret qu'elle ne te donnera qu'à haute vitesse. Et à haute vitesse, justement, l'EB110 se transforme en machine à contradiction. À l'intérieur, du cuir, une impression de luxe, une cabine presque civilisée, et à l'extérieur, un monde qui se met à défiler avec une violence qui devrait être réservée aux avions. Les propriétaires racontent ce moment où la voiture pose sa puissance au sol, non pas en patinant hystériquement, mais en collant, comme si la route avait décidé de coopérer. Puis vient la réalité quotidienne, celle dont les posters ne parlent jamais. Les supercars, quand elles deviennent des objets réels, ont un comportement. Elles exigent des révisions, des spécialistes, des pièces, de la patience. Le B110, avec sa complexité, exige encore plus, et là, un autre paradoxe s'installe. Une voiture conçue pour être la Bugatti moderne parfaite se retrouve parfois prisonnière d'une logistique fragile. Un propriétaire peut avoir la voiture la plus avancée du moment et devoir attendre des semaines pour une pièce ou chercher le bon atelier ou jongler avec des techniciens rares. C'est là que naît la vraie légende. Pas celle des salons, mais celle des garages. Parce que le B110 devient un secret partagé entre initiés, les propriétaires se reconnaissent, s'échangent des conseils comme des conspirateurs. Comment gérer la chaleur? Comment préserver? Les turbos? Où trouver le bon savoir-faire? Quelles habitudes éviter? On n'est plus dans l'achat bling-bling. On est dans une forme de relation intime avec une machine complexe, exigeante, presque vivante. Et cette exigence, au lieu de tuer le mythe, le nourrit. Pourquoi? Parce que ce qui est facile est rarement culte. Ce qui est trop accessible ne devient pas une obsession. Le B110, elle, te demande de la mériter. Et ça crée une communauté invisible. Des gens qui ne possèdent pas seulement une voiture, mais une histoire de sacrifice, d'attente, de réglage, de moments de panique et de moments de grâce. Pendant ce temps, la voiture commence à apparaître là où se fabrique la célébrité automobile. Dans les comparatifs, dans les discussions, de performance, dans les duels de chiffres, on la met face aux références. On la mesure, on l'observe, on la critique. Et très souvent, le verdict est troublant. Le B110 n'est pas une outsider folklorique. Elle est une menace. Mais une menace ne suffit pas à vendre. Et c'est là que l'histoire devient plus tendue. Parce que le B110 doit survivre au marché, pas seulement au chronomètre. La production reste limitée, presque artisanale malgré la modernité de l'usine. Chaque voiture est chère, et pas seulement pour le client. Chère à fabriquer, chère à contrôler, chère à livrer. Bugatti vend un objet d'exception, mais l'exception a besoin d'un volume minimal pour ne pas devenir un suicide financier. Et dans ces années-là, le monde des supercars est un miroir cruel. Il adore les nouveautés, puis il s'en lasse. Il adore les records, puis il en veut un autre. Il adore le choc, puis il passe au choc suivant. Le marché a la mémoire courte. Bugatti, elle, a une mémoire longue. Et ces deux temporalités se heurtent à mesure que les mois passent. Le B110 se forge une réputation de machine sérieuse, très rapide, technologiquement fascinante. Mais l'entreprise qui la porte, elle, commence à sentir le poids. Le luxe a un ennemi, la trésorerie. Et pourtant, sur le terrain de l'image, le B110 gagne autre chose que des ventes. Elle gagne une aura. En France, surtout, un phénomène discret se produit. Les passionnés français regardent cette voiture comme on regarde une anomalie historique. Une Bugatti nouvelle, une Bugatti qui roule, une Bugatti de leur époque. Même si elle naît en Italie, son nom, lui, résonne comme un patrimoine. Le B110 devient une sorte d'objet de fierté contrarié. On l'aime,
mais on souffre qu'elle ne sorte pas de Molsheim comme autrefois. Alors on la revendique d'autant plus fort. On la raconte, on la mythifie, dans les rassemblements, dans les cafés de passionnés, dans les discussions tard le soir, le B110 prend une place étrange. Elle n'est pas la plus répandue, donc on ne la voit pas souvent. Mais justement, on en parle comme d'une apparition. Une voiture qu'on a croisée une fois sur une autoroute, de nuit, et dont on se souvient encore parce qu'elle semblait glisser sans bruit, avec ce regard de phare et cette silhouette basse, comme un requin sous la lune. Et puis il y a le moment où la légende se nourrit de figures, parce qu'une supercar devient mythique quand elle est adoptée par des personnages plus grands qu'elle, pas forcément des ingénieurs, des icônes, des gens dont le nom circule plus vite que la voiture elle-même. Quand une EB110 se retrouve associée à un visage, à une histoire, à une rumeur, elle cesse d'être un objet technique. Elle devient un symbole culturel. Ce mécanisme est brutal. Une voiture peut être la meilleure du monde. Si personne de visible ne la porte, elle reste une note de bas de page. Mais si une seule figure la choisit, soudain elle devient un totem. Et le B110, petit à petit, devient ce totem-là pour une certaine idée de la supercar. Pas seulement la plus bruyante, mais la plus avancée. La voiture de ceux qui veulent être en avance sur l'époque. Cependant, chaque icône attire aussi son ombre. Plus le B110 est admiré, plus la question revient, insistante. Est-ce que Bugatti peut durer? Les rumeurs commencent à tourner comme des essaims. Coûts énormes, ventes insuffisantes, organisation fragile. Une supercar, c'est une vitrine. Mais une vitrine ne paye pas toujours le magasin. Dans les coulisses, l'entreprise se bat. Et ce combat invisible commence à contaminer l'image. Certains clients potentiels hésitent, non pas parce que la voiture n'est pas extraordinaire, mais parce qu'ils se demandent, si la marque tombe, qui va entretenir cette machine complexe? Une Ferrari, même si elle te ruine, tu sais qu'il y aura toujours un réseau, des pièces, des spécialistes. Une Bugatti EB110, tu sens que tu achètes aussi une incertitude. Et c'est là que l'histoire devient presque ironique. La voiture conçue pour être inattaquable devient vulnérable pour des raisons qui ne sont pas mécaniques. Elle est vulnérable aux chiffres d'une entreprise, vulnérable à la confiance, vulnérable à l'économie. Malgré tout, sur la route, la machine continue de faire ce qu'elle sait faire, traumatiser le paysage. Des propriétaires la prennent sur autoroute, la poussent, puis racontent qu'à vitesse élevée, elle devient presque stable, au point de donner le vertige. La peur, d'un coup, ne vient plus de la voiture, elle vient de toi, de tes réflexes humains, trop lents pour une machine aussi sûre d'elle. C'est là que le B110 se fait un nom, au-delà des brochures, dans les sensations. Mais le B110 n'est pas seulement une voiture de route. Pour devenir célèbre, une supercar a souvent besoin d'une autre validation. La compétition, ou au moins l'idée de la compétition. L'aura de la course, même si elle est partielle, même si elle est symbolique, agit comme un sceau. Et le B110 va flirter avec ce monde-là, parfois avec panache, parfois avec douleur. Car quand tu mets une machine aussi complexe dans un environnement aussi brutal que la course, tu exposes tout, la solidité, la gestion, thermique, la capacité de réparation, la résistance aux contraintes répétées. La piste est un tribunal, et elle ne se laisse pas impressionner par le cuir. Ses engagements, ses tentatives, ses apparitions ajoutent une couche à la légende. Le B110 n'est pas seulement une voiture de milliardaire, elle est une voiture qui a osé se mesurer à l'endroit où les mythes meurent ou naissent. Même quand l'histoire n'est pas parfaite, l'audace, elle, reste, et voilà le twist final de cette phase. Plus l'entreprise s'épuise, plus la voiture devient rare, et plus la voiture devient désirable. C'est l'alchimie tragique de l'automobile d'exception. La fragilité industrielle produit la rareté produit le désir produit le culte. Ce que la marque n'arrive pas à stabiliser économiquement, la légende le stabilise symboliquement. Le B110 commence à être perçu comme une comète, courte, brillante, impossible à ignorer. Les gens comprennent qu'ils ne la verront pas partout, et ce manque devient sa force. En France, ce culte prend une forme particulière, parce que le B110 porte un nom chargé d'histoire française, mais elle incarne aussi une époque où la France cherche sa place
dans Le grand récit des supercars, elle devient un objet de conversation presque identitaire. Bugatti, c'est chez nous, même si ça s'est fait ailleurs. Ce n'est pas un raisonnement rationnel, c'est un instinct, un sentiment de propriété culturelle. Et dans les médias français, dans l'imaginaire automobile, le B110 finit par représenter quelque chose de plus grand que ses propres ventes, la preuve qu'un nom français peut encore faire trembler les rois italiens et allemands. Même si la réalité économique est plus sombre, l'impact symbolique, lui, est réel. L'exploitation au quotidien, les pannes parfois, les exigences de maintenance, les pièces difficiles, tout ça devient une partie du récit. Comme les caprices d'un artiste génial, on pardonne à l'EB110 ce qu'on ne pardonnerait pas à une voiture normale, parce qu'elle appartient à la catégorie des œuvres. Et une œuvre, ça a le droit d'être difficile. Puis vient l'instant où les murmures deviennent des chocs, où l'on comprend que la cathédrale construite pour cette voiture est en danger. Et là, un frisson traverse les propriétaires. Et si cette Bugatti moderne était déjà en train de devenir un vestige? À ce moment précis, le B110 passe un cap psychologique, elle cesse d'être simplement une supercar récente. Elle devient une supercar d'une période. Et les objets d'une période, surtout quand cette période est courte, deviennent des reliques. On commence à parler d'elle comme on parle d'un album culte sorti trop tôt, d'un film génial qui a ruiné son studio, d'un chef-d'œuvre qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre. Et c'est ainsi, paradoxalement, que le B110 devient célèbre, à la fois par ses performances réelles et par le sentiment que sa naissance a coûté trop cher pour être durable. Une beauté dangereuse, presque maudite, qui attire justement parce qu'elle porte la trace d'un drame. Un drame qu'on n'a pas encore raconté jusqu'au bout. Parce que ce qui arrive ensuite, ce n'est plus l'histoire d'une voiture qui conquiert le marché. C'est l'histoire d'une voiture qui, malgré tout, va influencer le futur, laisser des empreintes techniques et symboliques, et hanter l'industrie comme un avertissement et une inspiration. Il y a une seconde, très étrange, où une voiture cesse d'être un produit et devient une preuve. Une preuve qu'on pouvait, qu'on a osé, qu'on a touché quelque chose d'impossible. Puis qu'on l'a laissé retomber comme une pièce d'or dans un égout. C'est là que le B110 change de nature. Quand le projet Bugatti des années 90 se fragilise puis s'effondre, le B110 ne disparaît pas. Elle se fossilise vivante. Elle devient ce type d'objet que l'industrie regarde du coin de l'œil, comme on regarde une expérience dangereuse en laboratoire. Fascinante, brillante et terriblement instructive, parce qu'elle laisse derrière elle deux choses qui marquent plus que les chiffres de vente. Des idées et une cicatrice. La cicatrice, tu la sens tout de suite. On peut fabriquer un chef-d'œuvre et tout de même perdre la guerre. On peut construire une usine trop belle, trop moderne, trop chère, et découvrir que le marché n'achète pas les cathédrales, il achète la confiance. On peut mettre de la fibre de carbone, un V12 quadriturbo, une transmission intégrale, une finition luxueuse, et se faire rattraper par la réalité comptable. Cette leçon-là, elle reste dans la gorge de l'industrie comme un morceau de métal. Mais les idées, elles, s'échappent. Elles ne meurent jamais. Regarde ce que le B110 a imposé, parfois sans que le monde le reconnaisse immédiatement. D'abord, la structure, la monocoque carbone, n'est pas un simple détail technique. C'est une bascule culturelle. À l'époque, la plupart des voitures de route, très rapides, reposent encore sur des solutions métalliques, des compromis, des châssis, qui se renforcent, plutôt qu'ils ne se transforment. Le B110, elle, arrive comme un objet d'une autre industrie. Un fragment d'aéronautique posé sur la route, elle montre qu'une voiture de route peut être bâtie comme une capsule, rigide, légère, structurante et capable d'encaisser la puissance, sans se tordre comme un mensonge. Ce n'est pas seulement plus performant, c'est une nouvelle façon de penser. La sécurité, la précision, la sensation, la rigidité devient un luxe. Le B110 participe à ce moment où la supercar cesse d'être uniquement un moteur puissant dans une belle carrosserie et devient une architecture intégrale. Tout est conçu pour servir la vitesse. Ensuite, la combinaison qui semblait folle, puissance extrême, plus transmission intégrale, plus contrôle réel. Avant elle,
beaucoup de supercars sont des bêtes magnifiques, mais souvent nerveuses, parfois traîtresses, exigeant du courage et une certaine dose de foi. Le B110 montre autre chose. Une violence qui peut être transmise au sol, avec une efficacité presque clinique. Elle ne supprime pas le danger. Rien ne supprime le danger à ces niveaux. Mais elle change sa forme. Elle déplace le risque. Le problème n'est plus « la voiture va-t-elle me trahir ?» C'est « suis-je digne de ce qu'elle me permet ?» Et ça, pour l'industrie, c'est énorme. Parce que le client de supercar, surtout quand les puissances montent, ne veut pas uniquement se sentir héros, il veut se sentir capable. Le B110 ouvre une porte. La performance peut devenir utilisable. Pas banale, utilisable. Puis il y a l'obsession des turbos. Et pas n'importe laquelle. 4 turbos comme une signature de démesure maîtrisée. Là aussi, le B110 agit comme un message envoyé dans le futur. La puissance ne sera plus seulement une question de cylindrée, mais une question de gestion de l'air, de pression, de température, de sophistication. Le futur des hypercars, c'est la compression et le contrôle. Le B110 le murmure avant que d'autres le crient. Et il y a un détail dont on parle moins, mais qui pèse lourd dans l'héritage. L'idée qu'une hypercar peut et doit être totale. Pas seulement rapide en ligne droite, pas seulement spectaculaire dans un salon, pas seulement exclusive comme un sac de luxe. Totale. Structure, moteur, transmission, finition, image, expérience. Cette ambition sans compromis deviendra le rêve, et parfois le piège, des hypercars modernes. Ce qui est cruel, c'est que le B110 a montré la route et a payé le prix de l'avoir montré trop tôt, parce que cette voiture a été construite comme si le monde était déjà prêt pour une hypercar moderne. Or, le monde des premières années 90 est encore entre deux époques, assez avancé pour désirer, pas assez stable pour financer. Le B110 est une voiture née sur la frontière, et les frontières coupent. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise s'effondre? Le mythe prend une autre forme. Il devient un objet de récupération au sens brut du terme. Les voitures existantes, les pièces, les outillages, les projets, tout cela devient soudain une sorte de trésor dispersé. Et c'est là qu'on voit une vérité presque écœurante du luxe. Ce qui était présenté comme un rêve pur se retrouve traité comme un stock, une succession, une chasse au butin. Le diamant tombe, et tout le monde se penche pour ramasser les éclats. Mais le B110, même brisé institutionnellement, refuse de se réduire à une liquidation parce que certains passionnés, certains ateliers, certains noms vont continuer à la maintenir en vie, à la faire rouler, à la défendre. La voiture devient une responsabilité morale. On ne laisse pas mourir un objet pareil. On le protège comme un animal rare, et là, le B110 commence une seconde vie. Celle des survivants. C'est une vie plus discrète, mais plus intense. Plus tu la vois rarement, plus tu la respectes. Plus elle devient difficile à entretenir, plus elle devient initiée, et plus elle devient initiée, plus elle devient culte. Dans ce cercle, chaque EB110 qui roule est une preuve de fidélité. Chaque sortie sur route ressemble à une apparition. Chaque démarrage est un acte de résistance contre l'oubli. En France, cette seconde vie prend une couleur spéciale. Parce que le nom Bugatti, pour un passionné français, ne se contente pas d'être prestigieux. Il est chargé d'un sentiment patrimonial. Même lorsque le B110 a été pensé et assemblé loin de l'Alsace, son badge continue de raconter une histoire française. Une histoire d'élégance, de compétition, de génie mécanique, et c'est là qu'on touche au cœur de ta question. Pourquoi cette voiture est-elle culte en France? Parce qu'elle incarne 3 fantasmes français à la fois. Le premier, c'est le fantasme du retour. L'idée qu'un grand nom français peut ressusciter et frapper plus fort que les autres. Le B110, même avec sa trajectoire tragique, est une preuve qu'on a tenté le coup au sommet, qu'on n'a pas fait une petite sportive sympathique, qu'on a visé la couronne. Le deuxième, c'est le fantasme du chef-d'œuvre incompris. La France a une relation intime avec les œuvres qui arrivent trop tôt, qui dérangent, qui échouent commercialement, mais gagnent artistiquement. Dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art, cette figure est presque romantique. Le B110 s'inscrit dans cette mythologie. Trop avancée, trop ambitieuse, trop chère à exister, mais tellement brillante
qu'elle finit par être reconnue. Le troisième, c'est le fantasme de l'élégance dangereuse. La France aime l'idée qu'une machine puisse être belle, sans être docile. Le B110 n'est pas une brute vulgaire. Elle a une forme, une tenue, une présence. Et pourtant, elle est capable d'être monstrueuse. Cette tension plaît énormément à l'imaginaire français. L'esthétique et la violence dans le même objet. Mais l'héritage ne s'arrête pas à la culture, il remonte à la surface de l'industrie d'une manière presque scénaristique. Parce qu'après la chute, le nom Bugatti ne reste pas enterré. Et là arrive un twist historique qui donne l'impression que le B110 a servi de pont, même en s'écroulant. Quelques années plus tard, la marque Bugatti renaît encore une fois, cette fois avec des moyens industriels colossaux. Comme si l'industrie avait regardé le B110 et avait conclu « l'idée était juste, il manquait seulement la puissance financière ». Ce retour-là ramène Bugatti vers l'Alsace, vers Molsheim, vers une forme de continuité symbolique. Et dans ce nouveau chapitre, l'ombre de l'EB110 est partout, même quand on ne la cite pas. Pourquoi? Parce que l'EB110 a fixé un standard mental. Une Bugatti moderne doit être plus qu'une supercar. Elle doit être une hypercar. Elle doit être une démonstration, pas une simple proposition. Le monde qui a accueilli plus tard des Bugatti ultramodernes, celles qui ont fait exploser les records et redéfini le luxe de la vitesse, est un monde qui, sans le savoir, a été préparé par l'EB110. L'EB110 a été l'éclaireur, celui qui est allé trop loin sans renfort, mais qui a cartographié le territoire. Et ce territoire, c'est celui où l'hypercar devient une discipline complète. Rigidité structurelle extrême, contrôle de la puissance, sophistication de la suralimentation, obsession de la vitesse maximale et luxe comme signature, pas comme décoration. Même l'idée de surpasser le réel, de fabriquer une voiture si rapide qu'elle devient un mythe instantané, résonne avec l'ambition EB110. L'industrie retient l'audace et remplace la fragilité financière par des ressources immenses, comme si l'EB110 avait prouvé la formule, en explosant au moment de la commercialiser. Et c'est ça, la forme la plus cruelle de l'héritage. Être juste trop tôt. L'EB110 a aussi laissé un héritage dans la manière dont les passionnés et les collectionneurs regardent la technologie. Pendant longtemps, le culte automobile a été dominé par des voitures pures, mécaniques, simples dans leur philosophie. Moins d'assistance, plus de sensations brutes, l'EB110 a aidé à faire entrer une autre idée dans le panthéon. La complexité peut être noble, la technologie peut être romantique. Une hypercar n'a pas besoin d'être simple pour être mythique. Elle peut être un labyrinthe, à condition que le labyrinthe mène à une sensation unique. Et puis, il y a l'héritage invisible, les ingénieurs. Les projets ne meurent pas complètement, parce que les gens, eux, continuent, ils changent de marque, de pays, de contexte, mais ils emportent des réflexes. L'obsession des tolérances, la gestion de la chaleur, les méthodes de test, la compréhension de la rigidité, la relation entre traction intégrale et comportement haute vitesse, le B110 a été une école violente. Une école dont les leçons se sont dispersées dans l'industrie, parfois sans signature. Si tu veux une image, le B110, c'est un feu d'artifice tiré trop bas. Il a illuminé le ciel, il a ébloui tout le monde, et il a brûlé la main de celui qui l'a allumé. Mais même après la brûlure, les gens se souviennent de la lumière. C'est aussi pour ça qu'elle est culte, parce qu'elle porte la trace visible d'un sacrifice. Et à ce stade, l'histoire devient presque intime. Parce que posséder ou admirer une EB110 aujourd'hui, ce n'est pas seulement aimer une voiture, c'est aimer un moment de l'histoire où quelqu'un a dit « on peut ressusciter un nom et le rendre terrifiant ». C'est aimer une époque où l'on a osé construire une hypercar comme on construit une cathédrale, sans être sûr de pouvoir payer les cierges. Tu remarques comme la mini-histoire du début, le hangar, l'odeur de honte, les pièces sous plastique, changent de sens maintenant. Ce n'était pas seulement une image sale, c'était un symbole. Le B110 a été un rêve emballé, et une partie de ce rêve a fini stockée, abandonnée, dégoûtante à regarder. Précisément, parce qu'il était trop grand, mais le culte, lui, se nourrit de ce dégoût. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain à aimer,
ce qui a failli, tout en étant sublime. C'est un amour mélangé, admiration et malaise, satisfaction et frustration, beauté et pourriture. Et c'est là que l'EB110 devient définitivement française, au sens culturel. La France adore les paradoxes, elle adore les œuvres qui divisent, elle adore les légendes qui ont une ombre, elle adore les histoires où l'on touche la grandeur et où l'on se brûle. Alors quand on dit Bugatti EB110, on ne dit pas seulement supercar des années 90, on dit résurrection, arrogance magnifique, technologie en avance, chute brutale, rareté qui transforme l'âme Middeltonsets, échec en trésor et empreinte sur le futur. C'est une voiture qui a perdu sa bataille commerciale, mais qui a gagné une guerre plus longue, celle de l'imaginaire. Et l'imaginaire, surtout en automobile, dure souvent plus longtemps que les entreprises. Il reste une dernière sensation, presque silencieuse. Quand une EB110 passe aujourd'hui, tu ne l'entends pas seulement comme une voiture, tu l'entends comme un message venu d'une époque où l'on croyait encore qu'on pouvait défier tout le monde, avec un nom et une idée, un message qui dit « Regarde ce qu'on a failli devenir ». Et cette phrase-là, dans un pays comme la France, suffit à créer un culte.